Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Merci à tous ceux-là qui vont encore nous rejoindre dans la grande famille et la MAT officielle. Est-ce que la bénédiction du nombre 6 22 avant 7, je paraphrase. Ainsi, vous mettrez mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies, de partout où vous vous retrouvez à ce net moment. Que la paix soit au centre de vos activités, de vos familles, ainsi que de vos entreprises. Merci à tous les amis qui nous suivent de près ou de loin. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Bien aimé, aujourd'hui encore, nous allons partager dans le même ordre d'idées, nous allons encore parler des rétros. Autrefois, nous avons parlé, nous avons expliqué, vous avez vu par les images, lorsque nous avons évoqué ce qu'a été l'intervention de Mosée Laurent Désiré Kabila du côté de la diaspora. Nous allons marcher dans le même ordre d'idées et évoquer un peu les rétros, une rétrospection dans le but de rafraîchir un peu la mémoire de l'homme congolais, vous voyez, parce que nous avons dit ceci, que nous avons perdu nos valeurs et nous avons instauré un mauvais système. Cela veut dire, nous avons opté pour tourner les pages, ou la page, si vous voulez aussi, de notre histoire. Nous avons tourné les pages et à chaque époque où nous avons des faits historiques qui sautent aux yeux, nous avons opté pour tourner cela. Nous avons tourné la page sur le plan politique. Nous avons tourné la page. Nous avons tourné la page sur le plan historique. Vous comprenez? Nous avons tourné la page sur le plan spirituel. Nous avons expliqué cela en disant, sur le plan politique, nous avons tourné la page. Pourquoi? Nous avons connu des prophètes politiques qui ont tracé les schémas. Nous avons connu des grands hommes politiques qui ont milité pour la RDC, qui ont tracé les schémas. Nous, aujourd'hui, nous avons craché sur leur combat et nous avons tourné la page. Nous avons opté, ou bien nous avons embrassé d'autres schémas que les anciens, sur le plan politique, n'ont pas laissés. Vous comprenez? Nous les avons encore infligés. Et comment dirais-je, une deuxième, c'est-à-dire que nous les avons encore infligé la mort à nouveau par rapport à notre, comment dirais-je, transhumance, si vous voulez aussi, vous comprenez? Voilà. Et nous avons encore à tourner la page sur les plans historiques, vous comprenez? Historiquement parlant, nous avons dit que nous avons des ancêtres qui ont milité pour nous léguer cet héritage, qui est le Congo. Vous comprenez? Aucun enfant ne peut dire que je suis né sans parents, à moins que nous puissions maintenant nous retrouver dans les contextes, comment dirais-je, de la religion. Mais là, nous ne sommes pas dans la religion. Il s'agit ici de notre histoire. Or, l'histoire, c'est aussi l'identité d'un peuple. Un peuple qui ignore son histoire, c'est un peuple dont l'identité s'est volatilisée. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous avons une histoire et nous avons les ancêtres qui ont milité dans le but de nous léguer l'héritage, qui ont tracé le chemin. Mais nous avons décidé de tourner la page et d'embrasser d'autres chemins que nous n'avons pas connus. Le chemin que ni nos ancêtres, ni même, comment dirais-je, nos grands-parents ont connu. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous les avons encore infligé de la honte par rapport à ces nobles combats qu'ils ont eu à mener pour nous léguer cet héritage. Nous avons encore tourné la page sur les plans spirituels, vous comprenez? Et nous avons aujourd'hui embrassé des courants qui ne disent pas son nom. La raison pour laquelle la nation est en train de s'effondrer. Regardez l'état aujourd'hui de l'Afrique, regardez l'état du Congo aujourd'hui en particulier. Vous allez voir que les gens sont plus attachés dans des obédiences, sont plus attachés, mais les résultats sur le terrain, zéro. Le pays ne fait que, comment dirais-je, ne fait que tomber encore à plus bas. Nous avons dit, même dans les Écritures, il est dit, comment dirais-je, là où les mal abondent, la grâce surabonde.
Donc c'est pour dire que là où, et comment dirais-je, les ténèbres règnent, la lumière vient régner encore par-dessus toute chose. Mais le paradoxe est que au lieu que, comment dirais-je, la lumière puisse refouler le ténèbre, ou bien au lieu que le bien puisse refouler les mal, mais au fur et à mesure, les gens sont en train de s'attacher, de prier, de continuer, de faire à tout ça, mais le mal aussi ne fait que grimper par-dessus toute chose. Vous allez remarquer aujourd'hui même en RD Congo, les gens prient à un niveau au cadre, mais la dose du mal qui prend de l'ascenseur, qui a pris de l'envol au moment où nous sommes en train de parler, ne dit pas son nom. Et vous vous posez la question, est-ce que c'est une nation où les gens y prient? Oui, ils continuent à prier. Mais le mal ne fait que grimper à une vitesse de croisière. Et vous n'avez pas d'idée. Vous comprenez? Et au lieu que nous puissions nous poser la question, sommes-nous dans le bon chemin ou sommes-nous déjà égarés, perdus, et nous avons donné, prêté allégeance à des personnes qui eux-mêmes n'ont pas connu Dieu et ils sont là pour nous perdre encore à nouveau. Et voilà, d'accord. Et le peuple ne veut pas se poser ce genre de questions. Ils sont là, ne touchent pas à mon daddy, ne touchent pas à mon gourou, ne touchent pas à ceci. Ils ne se posent pas la question, mais ils sont là en train de se plaindre de ce qui est en train de se passer sous leurs yeux. Comment est-ce que le mal ne fait que grimper? Vous comprenez? Il n'y a jamais eu un feu sans cause. Vous attaquez la cause, les effets secondaires vont disparaître. Moi, je crois qu'un homme qui a tous ses bons sens doit un peu se poser la question. Est-ce que nous sommes en train d'avancer dans les bons chemins ou bien nous sommes déjà égarés depuis, mais sans pour autant se rendre compte, aveuglés par des discours persuasifs de la sagesse, nous sommes déjà égarés. Et l'homme ne se pose pas la question pour connaître quel est le vrai chemin. Vous comprenez? Voilà. Donc, et c'est ce qui fait en sorte que nous ne puissions plus reconnaître ou bien ressentir le code de l'âme de nos ancêtres, le code de l'âme de tous ces prophètes politiques, le code de l'âme, vous comprenez? Voilà. D'accord. De nos prophètes, vous comprenez, qui ont été mandatés dans le but, vous comprenez, de nous ramener encore à transcender. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est pourquoi nous avons opté pour une thématique. Nous avons dit, nous allons parler des rétros. Nous allons parler des rétros. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi nous sonnons de la trompette en disant à nos frères, il est temps que vous puissiez prendre conscience. Il est temps que vous puissiez comprendre que l'heure est grave. Il est temps que vous puissiez prendre vos responsabilités. Vous comprenez? Il est temps de cesser d'être complice de ce qui se passe. Lorsque le mal est en train de se produire ou se reproduire, et vous êtes là en train d'assister, sans réagir, sans rien faire, laissez-moi vous dire une vérité la plus absolue, c'est que vous êtes complice, c'est que vous êtes déjà complice de ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, nous allons dire que le peuple est complice de sa misère, complice de sa souffrance, complice de sa situation. Il n'y a pas une force plus que la population, plus que le peuple. Si le peuple décide de changer les choses changent. Vous comprenez? Mais vous voyez les mal, au lieu de s'élever, prendre des choses en main, prendre le destin en main. Il y a un homme politique qui a dit, prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge, je vais tout dire. C'est-à-dire que levez-vous, battez-vous s'il est fort, levez-vous pour sauver votre nation. Levez-vous, prenez-vous en charge. Ne laissez pas les autres décider sur votre sort. Pendant que tout va mal, le peuple doit se réapproprier de sa souveraineté et d'agir au nom de sa souveraineté. La raison pour laquelle même dans la Constitution, il y a un article qui est consacré uniquement à la population. Et dans cet article-là, on nous parle de soulèvement populaire. C'est dans l'article 64, si je ne me trompe pas, de la Constitution de la RDC. Cela veut dire quoi? Même la Constitution reconnaît que le peuple a droit, au nom de sa souveraineté, de s'élever pour changer les choses s'il les décide. Mais dès lors que vous vous plaignez,
Le peuple congolais se plaigne de manque d'eau potable. Ils se plaignent de la guerre à l'Est. Ils se plaignent de la souffrance. Ils se plaignent de toutes les injustices. Mais la seule chose qu'ils ne font pas, c'est lever et réagir. C'est lever pour décider de mettre fin. Et lorsque vous ne le faites pas, ça fait de vous automatiquement des complices. Cela veut dire, vous ne pouvez pas voir le mal sous vos yeux et ne pas réagir et commencer à plénicher à gauche ou à droite. Donc, personne ne peut prendre votre place. Personne ne peut prendre votre place. Donc, Jésus ne viendra pas prendre ta place dans la défaite. Parce que c'est dans la religion où l'on a enseigné que Jésus a pris notre place. Vous comprenez? Il a pris votre place, mais là, on parle du péché. Mais laissez-moi vous dire, même si le péché que nous avons aujourd'hui, le péché qui s'est commis aujourd'hui, a atteint encore un niveau où, je ne sais pas, si Sodome et Gomorrhe, dont la Bible fait mention, qui a été brûlé par le feu par rapport au péché, je ne sais pas si ce qui se commet aujourd'hui n'a pas encore dépassé Sodome et Gomorrhe. Vous comprenez? D'accord. Donc, c'est un peu ça. Donc, dès lors que vous êtes en train de vous plaindre, la souffrance, nous nous plaignons, mais nous ne nous lèvons pas. Jésus ne viendra pas prendre votre place et porter votre chair et souffrir à votre place pour manquer à manger l'eau potable, pour manquer et le travail, pour manquer tout. Vous comprenez? Donc, ce qui revient à dire que c'est votre responsabilité de lutter pour le bien, pour votre bien, de lutter pour votre avenir, de lutter pour votre nation. Parce que ceux qui sont en train de diriger, ceux qui sont en train de piller systématiquement, de voler systématiquement, ils n'ont pas prié. Vous comprenez? Mais ils se sont retrouvés dans des endroits. Aujourd'hui, comme ils sont sans cœur, comme ils n'ont pas l'amour de la nation, ils ont décidé de tout voler. Mais pour en arriver là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que ces gens-là ont prié? Est-ce que ces gens-là sont allés prier à Jésus? Loin de là. Il y en a même d'autres qui ne faisaient rien, en train de trimballer de gauche à droite. Mais aujourd'hui, ils sont dans des postes clés. Mais qu'est-ce qu'ils font? Comme ils n'ont pas l'amour de la nation, comme ils sont sans cœur, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est voler. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas politiciens par vocation, mais ils sont là par opportunité. Et ils en saisissent dans le but de détruire la nation. C'est pourquoi nous avons dit à nos politiciens, cette nation fait de vous des riches. Cette nation vous a laissé ses mamelles. Vous pressez sa mamelle. C'est-à-dire que vous les pillez. Vous comprenez? Vous pillez la nation. Vous pillez les pays systématiquement. Donc, ne vous en faites pas. Ceux qui pillent la nation en premier lieu, ce ne sont pas des expatriés, ce ne sont pas des multinationales, mais des premières pilleurs de la nation congolaise, ce sont des Congolais eux-mêmes. Et la vérité est là. Le premier pilleur de la nation. Vous comprenez? Si les Congolais n'étaient pas des pilleurs, les premiers pilleurs de leur nation, je vous dis la vérité, que les multinationales, ou bien tous ces pays-là qui nous entourent, tous ces pays-là qui envient le Congo, ne se donneraient pas la peine si facilement de descendre au Congo et de piller aussi le Congo. Mais c'est pourquoi ils ont constaté que le Congo regorge à l'intérieur de piller. Ses propres fils n'aiment pas la nation. Ses propres enfants ne l'aiment pas. Vous comprenez? C'est comme une mère qui a mis au monde les enfants, mais les enfants ne l'aiment pas. Vous comprenez? Comprenez déjà le degré du chagrin que cette femme-là va conserver toute sa vie. Et le Congo est comme cette femme-là, qui a donné vie à des enfants, qui a tout mis à leur disposition, mais au retour, ces enfants-là sont en train de détruire leur propre maman. Donc, ils infligent la douleur à leur maman. Vous comprenez? Donc, Maman Congo vous a tout donné. Mais ce que vous êtes en train de faire, c'est de les infliger encore la douleur. Regardez un peu lorsque vous volez l'argent de la nation. Vous le mangez avec vos enfants. Vous le mangez avec vos familles, vos mamans, vos parents. Ils mangent l'argent volé par la République. Vous comprenez? Mais vous oubliez une chose, que le Congo est comme votre mère. Le Congo aussi est votre maman. C'est le Congo qui vous a vu naître. C'est le Congo qui vous donne tout aujourd'hui. C'est votre maman. Vous comprenez? De la même manière, vous êtes en train de nourrir vos familles. De la même manière, vous êtes en train de nourrir vos parents. Mais c'est de la même manière, vous devriez être reconnaissant et nourrir cette nation. Et la seule manière de nourrir la nation congolaise, c'est l'amour. On nourrit la nation avec l'amour.
On nourrit sa nation qu'avec l'amour. Parce qu'il ne vous demande pas. Au contraire, c'est lui qui continue à vous donner. Il vous donne tout. Il vous donne à manger. Il vous donne l'eau. Il vous donne tout ce qui est, voilà, à votre portée pour manger. Donc, la seule chose qu'il a besoin, c'est de l'amour. C'est de l'aimer. Aimez le Congo. Si vous aimez le Congo, vous n'infligerez pas la mort au Congo. Si vous aimez le Congo, vous n'allez pas torturer le Congo. Si vous aimez réellement le Congo, vous n'allez pas inviter des mercenaires pour verser le sang au Congo. Si vous aimez le Congo, vous n'allez pas détruire, c'est-à-dire voler l'argent pour infliger la douleur aux Congolais. Si vous aimez le Congo, vous n'allez pas signer des alliances ou des accords hors normes, des accords un peu satanico-diaboliques dans le but de démembrer la RDC, de découper, de vilipender les richesses de la RDC ou de balkaniser le Congo si vous voulez. Vous ne signerez pas ce genre d'accords si réellement vous aimez le Congo, cette nation qui vous a tout donné, cette nation qui vous nourrit, cette nation qui a fait de vous des hommes riches. Vous les pillez, vous la volez, mais il ne fait rien, il vous regarde, il vous demande une seule chose. Aimez-moi, aimez-moi. Et lorsqu'on aime, on n'inflige pas la douleur. On ne fait pas du mal. On ne fait pas du mal. Nous pouvons comprendre pourquoi est-ce que le Congo attire à plus de gens. J'aurais bien voulu voir certains pays parce que ce sont des pays pauvres. Vous comprenez? Et envier la RDC, chercher un peu à voler en RDC. Mais ce serait un peu inconcevable de voir les propres enfants de la RDC qui sont nés dans cette richesse voler encore le même richesse pour aller enrichir les autres. C'est un paradoxe. Vous comprenez? Donc ici, j'en appelle à votre conscience. Revenez un peu en vous et aimez la nation congolaise, car c'est la seule chose que le Congo demande. C'est la seule chose que le Congo a besoin. Le retour, l'amour vrai. Vous comprenez? L'amour inconditionnel. Si vous aimez le Congo, n'allez pas vilipender, n'allez pas trahir, vous n'allez pas inviter des mercenaires pour verser les sangs. Si vous aimez le Congo, n'allez pas signer des accords pour balkaniser les Congo. Si vous aimez les Congo, vous n'allez pas vendre ou vilipender la richesse de la RD Congo. La richesse de la RD Congo doit profiter à ses enfants. Vous comprenez? Et à ceux-là qui nous sont royaux et comment loyaux, qui nous présentent leur loyauté, qui ont démontré leur loyauté envers la nation congolaise. Vous comprenez? Voilà. De la même manière, ceux qui sont du côté ou bien à l'étranger bénéficient aussi des biens de ces nations-là pour avoir démontré leur loyauté. Vous comprenez? Voilà. Mais ce qui n'est pas le cas en RD Congo. Voilà. Donc, bien aimé, nous allons aller du côté du Canada. C'est par rapport au déplacement autrefois du président de l'Assemblée nationale, M. Vital Kamerhe. Nous allons voir ce qu'a été son intervention. Toujours dans le cadre des rétros. Nous allons voir ce qu'a été son intervention au Canada. Vous savez, le président Vital Kamerhe était au Canada et il a eu à intervenir. Comme j'ai l'habitude de vous dire ici dans la mat, lorsqu'il y en a des sorties médiatiques, moi je prends mon temps de regarder et de voir ce que les autres y disent. Je ne suis pas prompt à sauter sur les images et à commenter directement. Donc je prends le temps d'écouter aussi les autres, de suivre aussi les autres et d'observer. Et c'est ça notre méthode ici dans la mat officielle. C'est pourquoi dans la plupart des cas, je me prononce un peu après et comment que le vidéo soit déjà passé. Et moi, je me prononce après peut-être quelques jours. C'est-à-dire parce que je prends mon temps d'analyser les propos, je prends mon temps d'étudier les propos, donc le pourquoi, le comment de chaque chose. Donc voilà comment, et c'est de cette manière-là que nous avons souvent l'habitude de faire. Mais nous allons suivre cette vidéo, ce qu'a été l'intervention. Beaucoup de gens ont fait des vidéos là-dessus, mais aujourd'hui, nous allons encore partager dans le cadre des rétros, nous allons encore partager par rapport à cela. Suivons ce qu'a été l'intervention du président Vital Kamerhe
du côté du Canada. Et nous allons revenir juste après pour commenter. Suivant. Responsabilité du gouvernement. Deux, ils ont parlé des discours de haine. Je ne sais pas de haine contre les Tutsis. Moi, je suis ressortissant ici. Donc, je suis bien placé pour dire que les Tutsis ne sont pas stigmatisés en République démocratique. Au contraire, ils font partie de toutes les institutions de la République démocratique du Congo, en commençant par la présidence. Il y a certains conseillers des chefs de l'État qui sont d'origine qui sont des Tutsis. Nous avons au gouvernement, si nous parlons aujourd'hui de l'Est de la République démocratique, quel est le gouvernement le plus important, si nous prenons le Nord et le Sud Kivu? C'est le ministère des Infrastructures. C'est occupé par Guissaro, il est Tutsi. Est-ce que Guissaro, on l'attaque à Kinshasa, on fait du mal à Guissaro, on laisse travailler? Mais ils sont aussi au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée, au Sénat. Ils sont dans l'armée, des généraux, des colonels, des majors, ils sont connus. On peut donner la liste, mais ils sont aussi dans les cours de tribunaux. Tout cela a été démontré ici. Mais la délégation de la République démocratique du Congo, fidèle à la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshilombo, a rappelé que notre vocation naturelle est de pulser le développement pour l'ensemble de l'Afrique à partir de la République démocratique du Congo. Voilà. Nous allons faire un peu arrêt sur image. Ça, c'est le président Vital Kamerhe du côté du Canada. Lorsqu'il a parlé de cette affaire de l'insécurité, que le Rwandais, parce qu'il faudrait qu'on se le dise, lorsqu'on dit Tutsi, donc c'est un Rwandais. Voilà. Et qui ont l'habitude de se plaindre partout dans le monde, qui sont à l'insécurité en RD Congo. Moi, je crois qu'à un moment donné, si vous êtes en insécurité en RD Congo, le mieux à faire, c'est de se rabattre un peu. Vous avez un merveilleux pays, selon ce qui se dit aujourd'hui. Moi, je crois qu'ils n'ont rien envié en RDC. Les Congos souffrent. Les Congolais eux-mêmes, ils sont en train de souffrir. Pourquoi accepter de vivre l'insécurité au Congo, dans un pays qui ne peut en aucun cas vous apporter quelque chose? Pourquoi accepter de vivre longtemps en RDC, dans un pays où vous êtes menacé, alors que vous avez déjà un pays qui vit en paix, le Rwanda, un pays qui a des infrastructures, puisque la RDC, c'est ce qu'on nous invente aujourd'hui, un pays plus riche que la RDC, un pays qui est plus stable que la RDC. Donc, moi, je crois qu'à un moment donné, on doit dire certaines vérités. Pourquoi nos frères Tutsis resteraient encore au Congo pendant qu'ils sont là en train de subir ou bien victimes de l'insécurité? Moi, je crois que le Rwanda n'est pas loin. Donc, ils peuvent, vous comprenez, regagner le Rwanda sans problème. S'il s'avère qu'ils sont dans l'insécurité. Ou bien la Nations Unies peut prendre ses dispositions dans le but de récupérer tous et toutes qui se sentent en insécurité en RD Congo et les déplacer via un pays où ils seront en sécurité. Moi, je crois que dans la plupart des cas, ça se passe comme ça. Lorsqu'un peuple, lorsque les ressortissants d'un pays sont dans l'insécurité quelque part, et moi, je crois que l'Organisation des Nations Unies a aussi pour obligation de les déplacer, vous comprenez, et de le mettre, si ce sont des demandeurs d'asile, d'aller le placer dans une autre nation. Vous comprenez? Voilà. Mais ici, vous avez vu, vous avez suivi, c'est l'intervention de Vital Kamerhe qui dit haut et fort que les Rwandais qui sont en RDC ne sont pas dans l'insécurité. C'est le président de l'Assemblée nationale qui les confie. Et il a épinglé encore un point pour dire que les Tutsis sont presque partout aujourd'hui. Les Tutsis, ils sont dans la présidence. C'est M. Vital Kamerhe qui le dit. Hein. Mais moi, j'ai dit ça c'est un indice. Hein. C'est une manière de donner un peu les yeux au peuple congolais. Moi, je crois que M. Vital Kamerhe, il est politiquement chevronné et il a plusieurs manières de communiquer. Et ça, c'était une manière de jeter dans les yeux des Congolais, comme on dit que non, et balle nakanabino siko. Donc, M. Vital Kamerhe a essayé de balancer quelque chose que les Congolais ont toujours parlé tout bas, et il était comme étant un homme d'État, le dire à tout haut et confirmer aux yeux du peuple congolais
qu'à l'heure où nous sommes en train de vous parler, moi je le confirme, qu'il y en a des Rwandais à la présidence. La plupart des conseillers du président de la République sont Tutsis. Il dit ils sont Tutsis. Mais il faudrait dire, parler en termes de nationalité. Ils sont des nationalités rwandaises. Donc, dans l'armée, il a épinglé qu'il y en a des Tutsis dans l'armée congolaise. Il y a des généraux, ils sont haut placés dans l'armée congolaise. Vous comprenez? Ils sont dans la politique, ils sont dans la présidence, ils sont partout aujourd'hui en RDC, dans tous les secteurs, ils sont là. Donc, du moins, c'est que les Congolais ont toujours dit, et tout bas, M. Vital Kamerhe a essayé un peu de donner l'ampleur à cela, en confirmant aux yeux du monde que les Tutsis sont là dans la présidence. Qui dit Tutsis, dit Rwandais, vous comprenez, parce que malgré tout ce qui se disent, aucun Congolais digne de ce nom vous dira qu'il y a des Tutsis et des Tutsis Congolais. Aucun Congolais digne de ce nom vous le dira. Si ce n'est que par des accords politiques ou certains arrangements politiques, où vous entendrez qu'on vous dise, on vous dit que non, il y a des Tutsis Congolais. Vous avez même l'image du chef de l'État à Londres, lorsqu'il était face à la diaspora de Londres, il a dit que les Tutsis Congolais, il y a des Tutsis Congolais, la diaspora a refusé catégoriquement. La plupart, c'était les partisans du chef d'État qui ont dit non. Donc, si cette histoire n'existait pas, c'est une histoire qui est boutiquée sur le plan politique. Cela fait partie de certains accords politiques. Mais en réalité, il n'existe pas un seul Tutsi Congolais. Ça, tout Congolais le sait. Tout Congolais le sait. Il n'y a pas des ethnies Tutsi au Congo. Nous savons que c'est une affaire politique que le monde a tenté de nous imposer cela. Vous comprenez? Le monde a tenté de nous imposer cela, mais aucun Congolais est sans ignorer qu'il n'existe pas de Tutsi Congolais. Ce sont des Rwandais. Vous comprenez? Mais voilà maintenant ce que nous disons par rapport à l'intervention. Regardez, écoutez maintenant notre part des choses. Nous disons ceci, qu'il est question ici des binationaux. Les Congolais, nous devrions comprendre, partout dans le monde, il y en a des pays qui acceptent les binationaux. Il y en a des binationaux. Nous avons des Rwandais qui sont Congolais. Nous ne disons pas faux. Un Rwandais qui est Congolais, qui a étudié, qui travaille, il a droit de travailler. Je précise bien qu'un Rwandais qui a la nationalité congolaise, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit, ils ont la nationalité congolaise. Peu n'importe la manière dont ça a été donné, mais nous parlons d'un Rwandais. J'ai dit ici, lorsqu'un Rwandais a sa nationalité congolaise, déjà un Rwandais ne perd jamais sa nationalité. La raison pour laquelle il ne peut en aucun cas y avoir un Tutsi congolais. Donc les Tutsi congolais, ça c'est politique pour imposer, pour les hanter à la RDC. Mais en réalité, en Tutsi reste Tutsi, il reste Rwandais. Même s'il va au Congo, il ne renonce pas à sa valeur comme étant Tutsi. Et les Rwandais ne renoncent pas à leur mission comme étant Rwandais. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ne renoncent pas à leur mission. Vous ne verrez pas un seul Rwandais, surtout des Rwandais Tutsi, qui ont renoncé à leur mission. Non. Ils ont tellement intériorisé la mission, ils ont compris qu'ils doivent conquérir. Leur mission, c'est de conquérir. Donc, aucun Tutsi ne peut, comment dire, s'en débarrasser de cette mission. Peu n'importe sa double nationalité. C'est là où il y a maintenant les problèmes. Mais voilà ce que nous disons. Nous disons ceci. Un Tutsi peut être congolais, c'est-à-dire un Tutsi rwandais, il peut avoir la nationalité congolaise. Et la nationalité congolaise, c'est-à-dire que ce sont des binationaux. Il a la double nationalité. Mais ce que nous avons contre nos frères rwandais, écoutez, ce que nous avons contre nos frères rwandais, peu n'importe leur mode de faire, c'est-à-dire ils ont une manière là de, comment dirais-je, de se plaindre partout dans le monde, mais jusqu'à la preuve du contraire.
Nous demeurons un peuple le plus pacifique que le monde ait jamais connu. Un peuple le plus hospitalier que le monde ait jamais connu. Aujourd'hui, on nous inflige la mort. Aujourd'hui, on nous inflige la mort. Et d'une manière là atroce. Mais quelle est cette nation qui peut s'élever et dire, voilà ce que les Congolais ont fait ici chez nous. Voilà les massacres que les Congolais ont commis ici chez nous. Je vous ai toujours dit, tous les pays qui sont frontières à la RDC, bien aimés, ils ont toujours une part de la responsabilité. Au massacre au Congo, il y a les empreintes de chaque pays. En dehors de la communauté internationale, en dehors des impérialistes de la communauté internationale, chaque pays frontière à la RDC a une trace du massacre ou soit à des pillages des ressources. Autant qu'il est. Mais citez-moi un seul pays qui peut s'élever aujourd'hui et dire que voilà ce que la RDC a commis chez moi en termes de massacres ou en termes de pillage systématique des ressources naturelles. Il n'y en a pas. Ça, c'est un point de détail à souligner. Ça, c'est un grand point de détail. Un grand point à souligner. Il n'y a pas un seul pays frontalier de la RDC qui peut se lever et dire voilà ce que les Congolais ont fait chez nous, ou bien ce que la République démocratique du Congo, ou bien les Zaïre, voilà ce que les Zaïre a fait chez nous, en termes de pillage, des ressources, ou en termes de massacre de la population, pour occuper un endroit. Il n'y en a pas. Mais au contraire, dans notre histoire, nous avons milité pour beaucoup de pays. Nous avons soutenu plein de pays. Nous avons soutenu plein de pays frontaliers. Nous les avons soutenus, nous les avons accueillis. C'est ça la différence. Donc, jusque-là, la nation garde un casier judiciaire encore vierge face à ses amis, à tous ces pays frontaliers. Quel est ce pays qui peut s'élever pour dire que la RDC est venue ici, les Congolais, ou bien la RDC s'est engagée pour piller nos ressources? La RDC s'est engagée pour nous récupérer une terre. La RDC s'est engagée. Depuis que le Congo est déjà un État, ou depuis même les indépendances du Congo. Depuis que ce pays est devenu une république, vous n'allez pas trouver ça quelque part. Mais ce que nous avons contre les Tutsis rwandais, ce que nous avons, ce que les Congolais ont contre vous, c'est quoi? C'est que vous ne démontrez pas en réalité que vous êtes loyal. Vous ne nous démontrez pas votre loyauté. En fait, les Tutsis rwandais, j'ai même du mal à dire nos frères. Donc, on ne peut pas être frère dès lors que vous avez un plan contre nous. Mais ce que les Congolais ont contre les Tutsis, c'est que les Tutsis ne témoignent pas de leur loyauté à la République démocratique du Congo. Moi, je crois qu'aucune nation dans le monde ne pourra accepter de voir de binationaux exercer librement leurs fonctions et ne pas témoigner une loyauté à cette nation-là. Vous avez suivi même les élections, les législatives en France. Le candidat du Front National, comment dirais-je, du Rassemblement National, M. Jordan Bardella, a bien dit. C'est-à-dire que si j'occupe Matignon, c'est-à-dire je deviens Premier ministre, il y aura de ces postes-là qui va revenir qu'aux Français, des souches. C'est-à-dire que je ne donnerai pas cela aux binationaux.
Je ne donnerai pas ces postes-là aux binationaux. Ça, c'est le dire à des Bardella. Mais la France n'a pas ces problèmes-là des binationaux. Les binationaux en France, ils n'ont pas causé des problèmes. Mais par précaution, Jordan Bardella a dit, moi Premier ministre, les binationaux, ils n'auront pas surtout des postes comme des ministères régaliens. Ils n'auront pas cela. Ils peuvent travailler, ils auront des postes. Mais il y en a des fonctions qui engagent l'État dans plusieurs choses. Il n'y aura pas de binationaux là. Ça sautait de part et d'autre. Mais alors que les binationaux en France, ils ont toujours témoigné de leur loyauté. Mais par précaution, lui, il a dit ça. C'est un discours, c'est un homme politique. Il sait de quoi il parle. Mais au Congo, cela est d'urgence. C'est-à-dire, lorsque nous parlons des binationaux, et premièrement, les Rwandais, les Tutsis, il s'agit là de la loyauté. Est-ce que les Rwandais ont-ils de la loyauté envers le Congo? Les Rwandais qui sont en RDC, qui occupent des fonctions clés dans le ministère, dans l'armée, est-ce que ces Rwandais-là ont-ils de la loyauté, ont témoigné, ou bien témoignent-ils de la loyauté envers la RDC? C'est ça la vraie question. Mais ce qui est vrai, c'est que les Rwandais qui sont au Congo n'ont jamais témoigné de la loyauté envers la RDC. Jamais du tout. Jamais. Donc, au contraire, ils ont intériorisé une mission. Et leur mission consiste à désamorcer la RDC. Leur mission consiste à infiltrer. Nous les savons tous qu'ils ne viennent pas en RDC parce qu'ils choisissent la RDC comme leur seconde nation. C'est ça le problème que les Congolais ont envers vous, les Tutsis. Vous ne choisissez pas le Congo comme étant votre seconde nation, non. Mais vous avez mission à infiltrer. Vous ne venez pas au Congo pour que le Congo soit votre seconde nation. Comme ça s'est passé partout. Mais vous venez en termes d'infiltration, d'infiltrer le système politique congolais, d'infiltrer l'armée congolaise, d'infiltrer. Et vous êtes allé même à plus loin, jusqu'à infiltrer même l'Église. C'est ce qui, voilà, c'est ce qui pousse les Congolais à s'opposer un peu à votre expansion en RDC. C'est que vous êtes là en mission. Vous nous avez infiltrés. Vous avez infiltré la RDC. Et afin d'accomplir votre mission. C'est là où il y a le problème. C'est là où il y a le problème. Mais s'il faudrait parler de la loyauté, un Rwandais qui est loyal en RDC, mais moi je ne crois pas pourquoi va-t-il être inquiété? Il n'a pas la raison de s'inquiéter. Moi je crois que partout ailleurs c'est comme ça. Même Marine Le Pen, qui s'oppose toujours aux immigrés, qui s'oppose toujours à l'immigration, elle a dit un jour qu'un immigré qui respecte les valeurs de la France, qui respecte la France, qui ne commet pas de délits, qui ne fait pas de bêtises, il n'a rien à craindre. Il n'a rien à craindre. Vous n'êtes pas criminel, vous n'êtes pas dans des combines bizarres, vous n'êtes pas dans des deals bizarres, mais pourquoi craindriez-vous? Il dit ceux-là n'ont rien à craindre. Même si la violence, il disait ça, c'était vrai. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que lorsque la violence surgit, il ne regarde pas celui-là, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Mais du moins, le discours était vraiment pas ça. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Un Rwandais qui est loyal à la RDC, il n'a rien à craindre. Un Rwandais qui a opté, qui a pris la RDC comme sa seconde nation, qui témoigne de sa loyauté à la République démocratique du Congo qu'il a accueillie. Mais qu'est-ce qu'il a à craindre au Congo?
Qu'est-ce qu'il a à craindre au Congo? Nous avons même des musiciens qui nous ont infiltrés. Il y a eu un musicien qui évoluait chez Koffi Olomide. C'est un Rwandais. Mais on n'avait rien à foutre avec sa nationalité. Il a évolué au Congo. Ce n'est pas longtemps ici, il est allé au Rwanda et commence à donner des éloges là-bas. Alors qu'il a vécu en RDC toute sa vie. Il a eu du succès au Congo. Il s'appelle Eric Tucci. On l'appelait Eric Tucci. Certaines personnes ne savaient pas que c'était un Rwandais. Il portait ce nom-là. Et on l'appelait Eric Tucci. Mais lorsqu'il est allé là-bas à Kigali, il a dit tout haut que non, je suis un Rwandais. Je suis Rwandais. Mais Eric Tucci n'a pas été victime d'une barbarie quelconque en RDC. Il a connu du succès au Congo. Il a fait son travail auprès de Koffi Olomide. Il était aimé des Congolais. Il n'a pas fait du mal aux Congolais. Il a fait que son travail donnait du plaisir à ses fans. Il a contribué dans l'orchestre de Koffi Olomide. Est-ce que Eric Tucci peut vous dire un seul jour que non, voilà ce que les Congolais m'ont fait pour avoir été Tucci? Loin de là. Même lorsqu'il a décliné son identité pour dire que non, je suis Rwandais. Mais il est là. Personne ne l'a touché. Il est revenu encore au Congo. Il fait ses tournées. Il évolue. Personne, c'est-à-dire que c'est pour nous, c'était un artiste qui a fait vivre à ces mélomanes des bons moments. Donc on n'a pas la raison. Il n'y a aucune raison pour les toucher. Donc là, je m'adresse à ces Rwandais-là, à ces Tutsis-là, qui ont intériorisé une mission contre la RDC, mais aux Rwandais, qui témoignent de leur loyauté en RDC, mais ils ont raison de vivre. Il y en a des binationaux partout, il y en a des Congolais à l'Hexagone, il y en a des Congolais partout qui occupent aussi des fonctions clés. Rien à faire. Dès lors qu'ils témoignent leur loyauté, ils sont là. Il y en a des Congolais qui sont députés dans d'autres pays, même en Europe. Il y en a des députés congolais. Donc, cela ne sera pas étonnant. Ce n'est pas étonnant de dire que non, il y a des députés tous. Ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas le scandale. Bon, pour certains Congolais qui sont dans les sensationnels, c'est scandaleux. Mais moi, j'explique pourquoi est-ce qu'il y a le scandale maintenant. C'est parce que le Rwandais, les Tutsis, ne témoignent pas de leur loyauté à la République démocratique du Congo. La raison pour laquelle leur présence dans les instances, dans les institutions, ça dérange un peu la majorité de la population. C'est ça le problème. S'il y a la loyauté, nous, on s'en fout de votre nationalité. Nous avons des binationalités. Comment dirais-je? C'est la binationalité, vous avez une double nationalité. Les binationaux, en raison de vivre, il est rwandais. Mais il est aussi congolais. On ne voit pas la raison où on doit l'interdire. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Mais le problème avec nos frères, c'est que qu'ils ne témoignent pas de leur loyauté, mais au contraire. Ils infiltrent le Congo. La raison pour laquelle nous sommes en train de connaître des échecs, et même dans l'armée. La raison pour laquelle nous allons rejoindre un peu la pensée de Peter Tchani. Des pères et des mères, lorsqu'il parlait, il était un peu mal compris. Mais à l'allure où vont les choses, nous commencions à comprendre que non, M. Peter Tchani nous faisait voir certaines choses dans d'autres dimensions. Mais nous avons refusé de comprendre cet homme-là. Lorsqu'il parlait des ministères régaliens, il dit nous n'avons rien. Telle personne peut être un gouverneur, telle personne peut être, voilà, et il peut travailler, je ne sais pas moi, comme un bourgmestre. Mais il y en a de ces ministères-là qu'on ne peut pas donner. Il a sonné une trompette. Là où il a parlé de père et de mère, en fait, il y avait un message que cet homme-là nous faisait passer sournoisement. C'était pour nous dire que la plupart des échecs que nous sommes en train de connaître, c'est parce que nous sommes infiltrés. Et ces échecs-là sont causés par des binationaux, des gens que nous avons reçus.
Pas seulement des Tutsis, parce qu'il n'y a pas que des Tutsis au Congo. Parce que nous savons que dans l'histoire d'agression en RDC, nous avons le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Même si aujourd'hui, ils sont en partenariat l'Ouganda et en partenariat avec la RDC, ça dit à un moment, les Congolais ne comprennent rien. Mais nous allons en venir. Donc, il n'y a pas que des Tutsis. Mais ils sont là. Le problème, c'est qu'ils n'aiment pas les Congos et les Congolais. Si aujourd'hui, nous comptons nos morts, si aujourd'hui, les Congolais sont massacrés, c'est parce que c'est les gens que nous avons reçus. Ils ne nous aimaient pas. Ils ne nous aimaient pas. Et le monde nous empêche même à nous prendre en charge pour éradiquer, pour mettre fin à cela. Même d'une manière pacifique, ils ne veulent pas. Mais les Congos, les Congolais, ce sont des bétails qu'il faudrait infliger la mort au jour le jour. Le problème, c'est au niveau de la loyauté. Tous ces pays-là qui nous ont infiltrés, parce que ce ne sont pas des binationaux, qui sont là pour porter la RDC, pour la loyauté à la RDC. Mais ce sont des infiltrés, d'autant plus que depuis qu'ils sont là, les Congolais ne font que compter les morts. Donc, ils ne sont pas là pour vivre ensemble avec nous, mais ils sont là pour nous ravir la nation. La raison pour laquelle M. Pichard-Tiani a parlé. Lorsqu'il parlait des ministères régaliens, lorsqu'il parlait comme de père et de mère, en fait, il avait une pensée. Lorsqu'il parlait même de femmes étrangères, il avait une pensée. Même la Bible fait mention de la femme étrangère. Nous avions commencé cette thématique l'an jour, mais nous avons suspendu ça en l'air. Nous ne disons pas que quelqu'un ne peut pas prendre une femme étrangère. Mais lorsque nos acteurs politiques prennent des femmes étrangères, c'est pour qu'elles habitent. Nos politiciens prennent-ils des femmes étrangères parce qu'ils les aiment ou bien c'est parce qu'on les impose, on les ordonne de les prendre pour une émission quelconque? C'est une question. Lorsqu'ils prennent des femmes étrangères, c'est pour quel but? On les impose à ces femmes-là ou bien ce sont eux-mêmes qui décident d'aller de l'autre côté, dans tous ces pays-là, et prendre leurs femmes? Parce qu'à ce que je sache, prendre une femme étrangère n'est pas mauvais. Une femme étrangère, ce n'est pas quelque chose de... Voilà. Mais le problème, c'est ce qui est derrière ça. La femme que vous avez vue, elle est là parce qu'elle vous aime aussi. Ou bien elle est là comme Delilah. Parce que Delilah avait fait semblant de témoigner l'amour à Samson. Mais c'était un pion, et c'était une espionne, mandatée par les Philistins. Parce que leur problème, c'était de terrasser Samson, de dompter Samson. Et de récupérer la partie que Samson dirigeait comme juge, de dompter le peuple d'Israël. Ils n'avaient pas, c'est-à-dire ils n'avaient pas notre moyen pour s'en débarrasser de Samson. Il fallait envoyer la femme. Donc les pratiques là des femmes n'est pas d'aujourd'hui, même dans la Bible. Delilah, c'était une femme étrangère. Même le papa de Samson a demandé à Samson. Il dit, n'a-t-il pas de femmes parmi ton peuple ici? Tu n'as pas trouvé. Parmi ton peuple ici, toi, tu n'as pas trouvé de femmes. Il faut aller chercher là-bas. Or, là-bas, c'était des femmes bien préparées pour des missions. Bien préparées comme étant des femmes James Bond. Elle vit avec toi, mais elle est en mission. Elle peut même faire des enfants avec toi. Elle ne craint pas. Le problème, c'est que la mission qu'elle incarne, c'est de te détruire. C'est de comprendre les secrets de ton peuple et de ta nation. Et de donner aux Philistins
Et c'est comme ça les Philistins vont contourner votre plan. Donc, nous parlons en termes de la loyauté. Est-ce que les Rwandais ont-ils de la loyauté? Est-ce que les étrangers que nous avons reçus, il n'y a pas que les Rwandais. Donc, en nous disant, un Rwandais qui témoigne de la loyauté envers la RDC n'a rien à craindre. N'a rien à craindre. Voilà comment nous posons les problèmes. Comme ça, vous n'aurez pas à dire que non, voilà, oh, c'est il a machin, nanani, nanana. Non, nous avons posé les problèmes. Nous avons fait la part des choses. Comme ça se passe dans toutes les nations. Et moi, je crois que même les Rwandais qui me suivent, ils seront d'accord avec moi. Qu'un Rwandais loyal, même au Congo, même au Rwanda, un Congolais peut être là-bas, avoir la nationalité rwandaise. Mais il est appelé à être loyal envers le Rwanda. Un Congolais qui n'est pas loyal envers le Rwanda, il ne peut pas avoir sa place. Souvenez-vous de notre joueur qui a marqué le but. Et après avoir marqué le but, il a fait un geste. Et ce geste-là impliquait directement le Rwanda. Vous avez vu. Il a disparu complètement comme une flèche. Mais aucune nation ne voudra de cela. Tu ne peux pas jouer chez nous, évoluer chez nous, après faire un geste. Et ce geste-là qui nous implique dans un massacre. Moi, je crois que si on est juste, aucune nation ne pourra cautionner cela. Mais bon, la RDC avec sa faiblesse, il peut cautionner ça. Hein. Mais aucune nation digne de ce nom ne pourra cautionner. Donc, il avait bien fait de sauver sa peau. Au contraire, il serait lynché d'une manière ou d'une autre. Parce que tu dois être loyal. Tu as décidé de jouer là-bas. Et si tu avais la nationalité rwandaise, tu dois être loyal. Donc, les Congolais, soyez loyaux partout où vous vous retrouvez, envers le pays qui vous a reçu. Soyez témoignez de votre loyauté envers les nations qui vous donnent la nationalité. Ne jouez pas le double jeu, que vous êtes là comme des infiltrés pour détruire la nation qui vous a reçu. Donc, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on fasse de vous. Le Rwanda ne peut en aucun cas accepter d'être infiltré, en aucun cas accepter d'avoir un Congolais rwandais qui a la nationalité rwandaise et infiltrer le système rwandais. Moi, je crois que une fois repéré, il ne fera pas 24 heures. Il ne fera pas 24 heures. Mais est-ce que n'avons-nous pas ce genre de cas au Congo, dans l'armée? N'avons-nous pas ce genre de cas dans l'armée? N'avons-nous pas ce genre de situation dans l'armée? N'avons-nous pas ce genre de situation dans l'armée? Et si vous avez ce genre de situation dans l'armée, comment voulez-vous que vous puissiez gagner une guerre? Nous avons dit ici que les Rwandais qui n'ont pas la loyauté envers la RDC, ils sont là à mission. Ils ont intériorisé la mission. Comme un bon Tutsi qui connaît bien sa mission en RDC, que ce soit une femme, que ce soit un homme. Ceux qui sont loyaux à la RDC, ils sont épargnés, ils sont loyaux, c'est bien, continuez à être loyal envers la RDC. Mais à ceux-là qui ne sont pas loyaux, les Congolais ne sont pas des bêtes. Les Congolais ne sont pas des bêtes. Vous ne pouvez pas être dans une nation qui vous a accueilli, qui a même accueilli vos grands-parents, qui a même accueilli vos ancêtres. Et combattre en même temps cette nation-là. La raison pour laquelle Peter Tiani avait posé un problème. Mwadiamvita, l'homme des pères et des mères, il a posé la question en disant, mais c'est Peter a posé le problème en disant, mais si le Congo entre en guerre, soit avec le Rwanda, et que vous avez des généraux rwandais qui sont soit dans la logistique, et vous vous retrouvez dans un état où vous devriez en principe déclarer la guerre contre le Rwanda. Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que arriverez-vous à déclarer la guerre contre le Rwanda ou l'Ouganda
ou bien je ne sais pas, n'importe quel pays, pas seulement le Rwanda. Seriez-vous en mesure de déclarer la guerre contre une nation dont les ressortissants occupent des postes clés chez vous et tout en connaissant leur mission? Parce qu'un Rwandais qui n'est pas loyal, cela veut dire qu'il est au service de sa nation. Mais il est là comme James Bond, il est là comme un infiltré. Admettons que nous avons un général d'armée, un général avec fonction. Il est Tutsi et il n'est pas loyal envers la nation. Je précise bien. Vous avez soit un général qui n'est pas loyal et il est Tutsi. Il est dans la logistique. Il est soit dans des zones à conflit. Et si le chef arrive à déclarer la guerre, qu'est-ce qui va se passer? Et des troupes qui seront sous son commandement. Croyez-vous qu'il va les amener au bon port? Ou bien ne va-t-il pas les sacrifier? Le laisser dans des embuscades? Parce qu'il n'est pas loyal envers le Congo. Donc il ne peut accepter en aucun cas que le Congo déclare la guerre contre le Rwanda. Et lui, comme étant général, avec des troupes sous son commandement, de créer un système de combat pour aller supplanter ou bien massacrer les ennemis. Non. Il va sacrifier la troupe. Il va les sacrifier. Parce que son pays d'origine ne peut en aucun cas être déstabilisé. Moi, je crois que c'est clair. Donc, à un moment donné, c'est nous qui sommes naïfs. Et lorsque le président Vital Kamerhe déclare qu'ils sont partout, les Tutsis jusqu'au, je ne sais pas, posons-nous la question, par tous ceux qui sont là, sont-ils loyaux ou pas, ou non? Mais s'ils s'avèrent qu'ils ne sont pas loyaux, croyez-vous que nous allons gagner ou nous allons perdre? Et ce n'est pas ce qui explique aussi pourquoi le président ne donne pas le tempo de la guerre, ne déclare pas la guerre jusque-là. Parce que même selon la Constitution, tous les mécanismes sont là qui prouvent en suffisance que la RDC est en guerre. Et par conséquent, dans la Constitution, le président de la République doit le déclarer. Mais pourquoi le président ne le déclare-t-il pas? Pourquoi le président ne déclare pas la guerre? Question mark. Est-ce que nous, les généraux tous qui sont là, selon les déclarations du président Vital Kamerhe, sont-ils loyaux? Est-ce que tous ces généraux ont de la loyauté envers les Congos? Tous ceux qui sont, c'est-à-dire qui entourent le président de la République, comme étant des conseillers, ont-ils de la loyauté envers le président de la République? Ou bien envers la nation? Tous les secrets de la nation qui se dit à la présidence, est-ce qu'ils sont là pour garder cela? Ou bien pour balancer cela aux ennemis? Parce qu'il y en a des choses qui nous intriguent un peu. Voilà comment nous posons les problèmes dans la masse. Vous avez suivi. Comment est-ce que Yoweri Museveni a témoigné de sa loyauté au Rwanda? Pendant ce temps, nous accusons les Rwandais disant que non, voilà, les Rwandais nous attaquent. Toutes les autorités ont été impliquées. Personne ne peut poser en demande. Le Rwanda est déjà impliqué. Alors que nous devions en principe partir d'un principe. Que l'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. Comment expliquer que nous avons pour amis, nous avons pour ennemi le Rwanda et prendre pour partenaire l'Ouganda, alors que l'Ouganda sont tout, il témoigne de toute sa loyauté au Rwanda. Il témoigne de sa loyauté. Quand Museveni il dit, c'est un partenaire fiable. Il dit le Rwanda, c'est un partenaire fiable. Il félicite Kagame.
Or, nous savons tous en quoi Kagame est impliqué pour la RDC, selon les rapports. Selon les rapports. Mais dès lors que M. Museveni félicite à Kagame, dès lors qu'il témoigne en disant que c'est un partenaire le plus fiable, qu'il va toujours travailler avec lui. Donc, à cela veut dire que M. Museveni cautionne en même temps, ou il soutient systématiquement ce que M. Kagame et ses troupes ils font au Congo, selon les rapports. Et comment expliquer que nous, les Congolais, qui sommes ennemis au Rwanda, peuvent avoir comme partenaire l'Ouganda, qui soutient le Rwanda? Mais attends, il y a quel problème? Je crois que nous allons revenir sur ça prochaine. Parce qu'on doit, ça dit, il faut que les écailles tombent un peu des yeux. Il faudrait que les écailles tombent un peu. Comment expliquer? Le Congo est en partenariat avec l'Ouganda. L'Ouganda peut nous donner aussi même des engins de guerre. Croyez-vous que l'Ouganda peut nous servir à la manière de terrasser les Rwandais? Parce que pour lui, les Rwandais, c'est un partenaire. Donc, à tout moment, ils doivent parler. À tout moment, ils se côtoient. À tout moment, ils parlent. Et est-ce que Kagame peut accepter à ce que Ouganda puisse nous livrer des armes pour combattre les Rwandais? Jamais. Donc, en aucun cas, leur loyauté, en aucun cas, leurs accords peuvent être trahis. En aucun cas. Leur partenariat serait trahi. En aucun cas. Entre l'Ouganda et le Rwanda, en aucun cas. Mais comment expliquer? Nous, les Congolais, nous sommes en partenariat avec l'Ouganda. Comment expliquer cela? Le peuple se retrouve dans quel filet de l'oiseleur? Le Congo se retrouve dans quel filet de l'oiseleur? C'est un paradoxe. Vous avez pour ennemi le Rwanda. Mais ami comme pour ami Ouganda. Et l'Ouganda qui est en partenariat. Et dans un partenariat privilégié. Dans la sous-région. Avec le Rwanda. Croyez-vous que nous allons réussir dans nos opérations? Et par-dessus tout, nous avons des outils au sein de l'armée qui occupent des fonctions dans la politique, au gouvernement. Et nous posons la question. Sont-ils au Congo avec leur loyauté? Est-ce que tous ces gens-là servent le Congo avec loyauté? Les généraux, tous ceux qui sont dans l'armée, sont-ils là? Témoignent-ils de la loyauté dans l'armée congolaise ou à la nation congolaise? Ceux qui sont dans la politique, à la présidence. En quoi pouvions-nous comprendre ou dire que ces gens-là ont de la loyauté envers la nation? Quelles sont des preuves évidentes qui nous prouveraient en suffisance que leur loyauté saute aux yeux, leur loyauté est rendue manifeste? C'est juste une question. C'est ici que nous allons mettre un point final. Moi, je crois que nous allons prochainement continuer encore sur les rétros. Il s'agit ici des rétros. La rétrospection. Un pas vers l'arrière pour voir. Et nous avons posé les problèmes. Parce que ici, dans la maths, nous posons les problèmes.
Nous ne sommes pas absolus. C'est ça notre méthode ici. Nous ne sommes pas absolus, mais nous sommes relatifs. C'est-à-dire nous posons les problèmes afin de permettre à tout un chacun de nous de tirer sa propre conclusion. La raison pour laquelle nous ne stigmatisons personne, mais nous posons les problèmes. Qui est loyal et qui ne l'est pas. Des binationaux qui ont de la loyauté, ils ont leur place. Mais ceux qui ne sont pas loyaux, ceux qui n'ont pas de la loyauté, ils n'ont pas leur place. Et ce fut le cas de toutes les nations dans le monde. Comme ça se passe partout. Et ici, nous avons posé le problème. Le problème, pour savoir. Ont-ils de la loyauté? Si oui, quelles sont les preuves? N'ont-ils pas de la loyauté? Mais pourquoi occupent-ils encore des postes? Sont-ils la plus forts que nous? Si tel est le cas. Sont-ils la plus forts que nous? Si tel est le cas. Sont-ils là dans un deal? Si tel est le cas. Nous avons posé des problèmes. Et chacun de nous va tirer sa propre conclusion. Nous sommes un pays aimable, qui aime à tout le monde. Nous donnons la place à tous ceux-là qui nous témoignent de l'amour. Et celui qui nous témoigne de l'amour a plein succès à vous. Vous n'avez rien à craindre. Qu'il soit Tutsi ou pas Tutsi. Mais dès lors que je vous ai donné l'exemple d'Éric et Tutsi, il y en a encore à plusieurs. Ils sont là peut-être. Je ne sais pas. Mais dans chaque règle, on nous dit toujours il y a l'exception. Peut-être ils sont là encore. Mais nous posons la question. Et chacun de nous va tirer sa propre conclusion. Merci. À nous revoir prochainement. Et au prochain numéro dans la Mat officielle.